soir, 20 mars 1995, 4 98 000 téléspectateurs suivent les aventures démentielles de Papa, Maman et de leur délirant rejeton. Avec cette émission, la famille Paré fracasse le record absolu des codes d'écoute de notre télévision. Manifestement, les Québécois se reconnaissent dans la petite vie, ou du moins, reconnaissent quelque chose qui leur est familier. 26 à Paris! Ouais, mais là, c'est combien ce qu'il fait, c'est Léonard, là, check down? 24! 24 fois 2 degrés de différence. Hey, wow! Ça vaut-tu la peine de payer 5000 pièces d'avion pour 2 degrés de différence? Surtout pour des Celsius! Hey, mais ridicule, hein? Mais ça, c'est ridicule. Justement... Dans La Petite Vie, Claude Meunier a voulu jeter un regard ironique sur les nombreuses familles des téléromans québécois. Il a simplement remplacé l'amour comme ciment familial par son contraire. Tout le monde se déteste chez les Paré. Résultat, cette famille est devenue l'une des plus unies, des plus inséparables de toute l'histoire du téléroman au Québec. Parce que la famille appartient au code génétique même des séries dramatiques au Québec. On a tout fait, on a tout exploré, on a tout passé en revue. Pourquoi? Parce que la famille appartient à l'identité même de la culture au Québec? Probablement. Parce que la famille est en profonde mutation de nos jours et qu'on va en explorer toutes les facettes possibles. Tout a bien sûr commencé avec Maman Plouf, cette bonne maman tarte aux pommes typiquement québécoise qui veille sur sa maisonnée. C'est comme ça qu'il y a encore, donc, t'as tombé? Non, c'est... Ma rue d'en avant, c'est les prises d'un rail. Ah. C'est calmement. C'est plus des rues qu'on a, des vrais couloirs à tramway. Si au moins on avait le métro comme à Toronto. Mais pas ça sur le dos des tramways. T'es trop vieux pour faire du technique. Trop vieux. Mère Poule, absolument, oui. Mère Poule, mais qui avait perdu son autorité. Encore une fois, il faut se reporter à la fin des années 30, où la société commençait à évoluer. L'évolution va être accentuée avec la guerre et puis l'immédiat après-guerre jusqu'en 60. Donc, les mères de famille n'avaient plus la même autorité sur le clan familial. C'était la famille traditionnelle comme on ne la connaît plus, évidemment, mais comme c'était à l'époque. Et cette famille-là a eu une influence, je pense, à tous les gens, moi, à qui j'ai déjà parlé de téléromans. Et on me ramène la famille Plouf, qui est un des premiers. Je me dis tout le temps, on me le ramène parce que c'est le premier. Non, on me le ramène parce que c'était ce que la famille connaissait de plus fort, de plus important à l'époque dans la société québécoise. Les Québécois avaient découvert la télévision à travers les familles américaines de Father Knows Best, I Love Lucy ou les Honeymooners. Mais dès l'apparition des Ploufs au petit écran, les téléspectateurs vont se prendre d'affection pour des familles bien de chez nous. Un engouement qui va marquer notre imaginaire télévisuel. Comme en témoigne la popularité du téléroman de la décennie 60 à Radio-Canada. Venez, je vous emmène vers la rue des Pignons. Je vous ferai connaître un quartier de champions. Après la famille Plouf, il y a eu plein d'autres téléromans, mais qui étaient d'un autre genre complètement. Et quand Louis Morisset, quand il est arrivé avec Rue des Pignons, on revenait un peu avec cette espèce de téléroman de quartier, de vie de quartier, très près des gens. Alors, ça a eu un succès fulgurant en partant. C'était une famille qui nous ressemblait étrangement et où on avait, et c'était écrit de façon à ce qu'on croit que c'était nous totalement aussi. Signé Louis Morissette, Rue des Pignons jouait à la radio depuis 1949. Mais c'est vraiment le téléroman, réalisé par Louis Bédard, qui va rendre célèbres les personnages de ce quartier populaire de Montréal, encore appelé parfois le Faubourg Amlas. Le quartier de la rue des Pignons, c'est le quartier de la rue de Poupart, Frontenac, avec le fleuve en face. Alors oui, c'est un petit peu tout ça. Alors les gens se retrouvaient là-dedans. À la radio, je jouais la jeune fille. Et à la télévision, parce que quelques années avaient passé, eh bien, je jouais la mère. Je jouais Angela. C'était la bonté, c'était l'amour, c'était la mère dans toute l'acception du terme. C'était très agréable à jouer. Ça ne pouvait pas faire autrement que d'être collé sur nous. On ne pouvait pas faire autrement que de penser que c'était nous.
Rue des Pignons entremêle les joies et les peines de 4 familles du quartier. Mais dès la première émission diffusée le 6 septembre 1966, le public a le coup de cœur pour la famille Jarry. Maman Jarry est le prototype de la mère héroïque qui se dévoue corps et âme à sa famille. Moi, je pense que des familles comme la nôtre, là, on en verra plus. Ben écoute, elle avait 12 enfants. Je ne vois pas comment elle aurait pu être autrement. Si elle avait décidé de faire carrière ailleurs, ben, il aurait fallu qu'elle se lève un peu de bonheur. Surtout avec le mari qu'elle avait, d'ailleurs. Les mères québécoises ont pris une place énorme évidemment, dans notre société. Elles nous ont élevés, elles nous ont fait. Mais aussi dans les téléromans. Dans le fond, on parle aujourd'hui des superwomen. Mais les superwomen, on les a eus là. C'en était. Durant les années 50-60, dans les téléromans mettant en scène les familles bourgeoises, le père occupe une place dominante, nettement dominante. Dans les téléromans de familles pauvres, la mère prend beaucoup plus d'importance que le père. On a souvent signalé et reproché la mollesse des hommes dans les téléromans québécois. À mon sens, ce travers ne vient pas du sexe comme tel, mais de la position extrêmement défavorable dans laquelle se retrouvait la majorité des maris et des pères. Petits salariés, souvent chômeurs, qui n'avaient pas la considération de leurs propres enfants. La mère, elle, tenait le fort, assurait la sécurité de base, mais lui n'avait rien pour s'imposer. Tout le Québec se prend alors de passion pour l'aînée de cette famille prolifique incarnée par Marie-Josée Longchamp. La belle Janine est une jeune fille tiraillée entre les valeurs traditionnelles et sa passion pour le bum du quartier, Maurice Millot. Oui, c'est parce que Maurice, lui, avait des maîtresses, c'était un boxeur et tout. Il voulait être libre comme l'air, il désirait Janine, mais en même temps, il savait qu'elle n'était pas prête, mais elle se sentait coupable au départ. Mais c'était beau, c'était charmant. Alors, c'était un beau personnage. Mais c'est sûr, au début, ça se voulait le délinquant du quartier, là, qui faisait à peu près n'importe quoi, qui faisait les 400 coups, qui se foutait à peu près de tout le monde, un peu comme on trouvait dans cette jeunesse-là, un peu qui était laissée à elle-même. Il faut dire qu'il était orphelin, le personnage de Maurice Millot. Il y avait de l'amour dans tout ça, beaucoup d'amour, puis les jeunes femmes s'identifiaient. En mai 1968, Rue des Pignons vaut à son auteur Louis Morissette le trophée du téléroman le plus populaire. Mais ce dernier décède quelques mois plus tard. Son épouse, Mia Ridez, prend alors la relève et assure la continuité de la série jusqu'en 1977. Mia avait été le bras droit de son mari parce que M. Morissette avait été paralysé pendant plusieurs années. Et quand il est revenu, qui était plus couché sur un lit, là, paralysé, il avait un goût de vivre. Lui, c'était un homme qui s'intéressait autant aux balayeurs de rue qu'à une femme de mon âge qu'il avait pris sous son aile. Dans les années 70, les nouvelles valeurs de la révolution sexuelle menacent la famille. Les jeunes femmes découvrent la pilule, prennent goût au travail à l'extérieur et résistent au mariage hâtif. Mais surtout, les enfants du bébé-boom rejettent le modèle de bonheur de leurs parents. Je pense à Janine Jarry, le personnage joué par Marie-Josée Longchamp, qui était une belle fille de l'époque un peu plus moderne. Et on essayait toutes d'être comme elle un peu. Et parce que c'était quelque chose, tu sais, il y avait le mélange des générations, la lutte des générations un peu là-dedans. C'est sûr que les gars, ils trouvaient Janine Jarry de leur goût, parce que Janine Jarry portait des baby dolls, puis elle était provocatrice, tu sais. Oui. Elle disait non, mais elle portait la jupe bien courte. Et maintenant... Sous la plume de Mia Ridez, Madame Jarry devient la confidente impuissante de ses filles, de plus en plus confrontée aux difficultés de la vie moderne. Alcoolique? Oh, ben décidément, t'as pas de chance. De toute façon, je peux pas me marier. On dirait que mes amours avec Maurice m'ont calmée. Ouais. Mais tout de même, Janine, tu as 22 ans. Il faut te méfier de tes sens. Prends garde. Mais Janine n'a pas fini de chercher l'amour. Après l'échec de sa liaison avec un médecin alcoolique, le public voit avec appréhension son mariage secret avec un sugar daddy aux tempes grises.
travaillait dans un restaurant. Et puis c'est là qu'elle a rencontré celui qui deviendrait son mari, qui était personnifié par Pierre Boucher. Ah, qu'est-ce que j'ai fait pour être aussi heureux? Je t'aime. Moi aussi, Alors, elle l'a marié par besoin de sécurité. Et maintenant, occupe-toi, demoiselle. En bonne éducatrice qu'elle était, Mignorides tente un coup de force avec Rudy Pignon, qui a d'ailleurs été très largement suivi. Elle tente de réintroduire des valeurs essentielles à ses yeux. Le respect dû aux parents, l'obéissance des enfants, la compassion à l'égard des plus jeunes, le sens de la solidarité à travers toute la famille. Mais elle fait ce coup de force-là dans une période complètement à l'encontre de ces valeurs, complètement dominée par les jeunes. Pour 3 raisons. La première, c'est que les jeunes sont nettement plus scolarisés que leurs parents, donc ne s'en laissent pas imposer. Deuxièmement, la Révolution tranquille a aboli l'ensemble des institutions traditionnelles. Troisièmement, les grandes vedettes de l'heure, les Beatles à Robert Charlebois, sont toutes jeunes et baveuses. Avec Rudy Pignon, Mignorides essaie donc de réconcilier Mme Jarry et Mick Jagger. En 1977, lorsque Mignorides signe la dernière émission de Rudy Pignon, les Jarry n'ont plus grand-chose à voir avec la famille nombreuse qui s'entassait dans un logement misérable. Les enfants se sont tour à tour taillé une place dans la bonne société et, après un divorce réussi, Janine finira bien par trouver le vrai amour. Même Maurice Milot, devenu champion de boxe, puis homme d'affaires, s'en est sorti. Peu importe vos projets ou les grands événements de votre vie, il existe un endroit où vous trouverez toujours quelqu'un pour vous aider à assurer votre sécurité financière et celle de vos proches. Cet endroit, c'est une caisse Desjardins. Venez rencontrer un spécialiste et découvrez toute la quiétude que vous offre l'assurance vie Desjardins-Laurentienne. Votre assurance vivre. Voici l'Envoy de GMC. Remarquable. Avec plus d'espace que le Jeep Grand Cherokee. Une meilleure consommation d'essence. Plus de force de remorquage que le Ford Explorer. Plus de puissance que tout autre utilitaire sport dans sa catégorie. L'Envoy de GMC. Aussi confortable que performant. Tout comme son prix. À partir de 38 998 $. Fixez bien ce point rouge. Ça pourrait vous sauver la vie. Apposez bien en vue, la vignette InfoStop Pharmaprix indique au personnel d'urgence qu'à l'intérieur de votre frigo se trouve un contenant renfermant la liste de vos prescriptions et de vos antécédents médicaux. Ce programme est entièrement gratuit. Renseignez-vous dès aujourd'hui chez Pharmaprix ou un de ses partenaires. En cas d'urgence, c'est toujours un bon signe. Pharmaprix, prenez soin de vous. Quand la révolution financière a-t-elle débuté? N'était-ce pas hier que tout a commencé à changer? Nous avons été bâtis pour cette révolution. Aujourd'hui, nous sommes une des plus importantes entreprises de services financiers de la planète, active dans plus de 60 pays. Vous voulez gérer votre argent d'une façon qui convient à la nouvelle réalité? Retenez bien notre nom, ING. Si tu aimes le poisson, frappe tes mains. Si tu aimes le poisson, crie oula, oula. Si tu aimes le poisson, si tu aimes le poisson. Igloo, 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 igloo. Hey, hey, rendu là, ça serait mieux de prendre l'avion. Moi, je vais y aller, nous. Faites-en pour les autres, là! La Civic 2002 à partir de 15 900 $. Pour économiser de l'essence, plein d'essence. L'émission Quelle famille était considérée comme une émission dérangeante.
cette émission-là était très avant-gardiste, mais les Québécois ne s'en sont pas tellement aperçus. Dès l'automne 1969, tous les dimanches soirs à 7 h, les familles se réunissent devant le petit écran pour suivre les aventures des Tremblay. Une famille de la classe moyenne, comme il y en a alors des milliers au Québec, avec ses 5 enfants, ses grands-parents et son chien. Quelle famille est un téléroman vraiment où on avait la famille typique qui ressemblait à la nôtre, avec des enfants qui étaient de temps en temps un peu coquins et un peu difficiles, et des parents qui étaient plutôt assez solides, mais qui avaient évidemment leurs faiblesses, et on pouvait les voir à la télévision. Bonjour, sous des dehors humoristiques et bon enfant, quelle famille propose en fait une petite révolution? Tu étais une mère de famille, t'aimais ça. C'était impensable de dire je suis tannée des enfants. Or, on m'entendait le dire à mon mari. Je vais te dire quelque chose que je dirais pas à personne. Que je vais donc me reposer, que je vais donc respirer. Je suis bien, moi, Gérard, quand tout le monde est parti. Autre chose très nouvelle à cette époque-là, dans toute la télévision américaine et française, les gens couchaient dans des lits jumeaux. C'était la première fois où on couchait dans un vrai lit et la moitié des scènes se passaient dans le lit. Ce qui m'a valu une réputation de cochonne. Fernande la cochonne, parce qu'elle couchait dans le même lit. Oh, il n'y avait pas un maudit Québécois qui couchait dans des lits jumeaux. Comme couple, voyons donc. Alors, mais c'était le puritanisme. Et quelle famille, pourtant, avait l'air d'un téléroman tout à fait inoffensif, une comédie dramatique un peu, mais on a touché des cordes sensibles des Québécois là-dedans, beaucoup, beaucoup. À la fin des années 60, alors que l'État-providence arrive à maturité, une panoplie de mesures sociales remplace désormais la famille pour prendre en charge l'individu. Libérée des fonctions qu'elle assumait depuis des millénaires, la famille est forcée de se redéfinir. C'est dans ce contexte que Jeannette Bertrand propose un nouveau modèle, celui de la famille affection, où le dialogue remplace l'autorité. À l'époque, en 68, que dans beaucoup de familles canadiennes françaises, les enfants n'avaient pas le droit de parler. Les enfants ne répondaient pas. Dire ton opinion, c'était répondre. Tu réponds pas à tes parents. Devant leur peur, devant leur solitude, nous pouvons dire cet après-midi que nous sommes prêts à prendre la relève. Quand Fernande et Gérard apparaissent dans Quelle famille, Jeannette Bertrand et Jean Lajeunesse, qui sont dans la vie comme dans l'histoire, mari et femme, sont déjà bien connus des téléspectateurs. Toi et moi. Dès 1954, le couple avait créé Toi et moi, une suite de sketchs humoristiques mettant en scène les aventures d'un jeune ménage. À la deuxième année de la télévision, il y avait eu Toi et moi, qui était l'ancêtre d'un gars et une fille. Tiens, Jean, va vendre ça. Là, moi? Oui, toi, là. T'as pas pensé une minute que moi, je pourrais aller vendre des bas? Voyons donc, Jean. Je sais très bien que c'est contre tes principes. C'est une femme de travail qui me l'a répété. L'ancêtre d'un gars et une fille, et qui, paraît-il, a duré 6 ou 8 ans, je me souviens plus. Tellement, moi, je ne suis pas une fille beaucoup du passé, hein. Alors, j'avais oublié ça, que j'avais écrit ça pendant des années. Et puis, Quelle famille est venue après. Courriériste du cœur, animatrice, comédienne et auteure, Jeannette Bertrand est une touche-à-tout. Communicatrice née, elle a contribué à faire évoluer les mentalités, aussi bien à travers ses entrevues qu'à travers ses personnages. Aujourd'hui, on veut parler d'un sujet un peu peut-être difficile. C'était pas moi, Fernande, parce que moi, déjà, j'étais une femme qui travaillait. Et c'était le regard que j'avais sur toutes les femmes, sur la majorité des femmes au Québec, à cause du Courrier du cœur. C'était une femme qui voulait changer. C'est une femme qui avait l'air traditionnelle, mais qui conformiste et qui pourtant était en évolution. J'ai beaucoup de respect, moi, pour Jeannette Bertrand, qui est très méprisée dans mon milieu littéraire. Je pourrais parler longtemps de mon milieu littéraire.
En tout cas, ils ont beaucoup méprisé Jeannette Bertrand, qui était importante et essentielle, intelligente et qui a fait avancer beaucoup de choses. Mais moi, j'ai appris à écrire. J'ai appris à faire des personnages à partir du Courrier du Cœur. Toutes les émissions que j'ai faites d'interviews m'ont aidé à connaître du monde pour pouvoir, après ça, puiser pour écrire. Tout m'a servi. Peut-être que je suis juste une grande égoïste qui a passé sa vie à ramasser. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis heureuse quand j'ai tous mes enfants avec moi. Quelle famille! Dès les premières semaines de diffusion, Quelle famille, réalisée par Aimé Forget, devient l'une des émissions les plus populaires à Radio-Canada. C'est que chacun se retrouve dans l'un ou l'autre des personnages de la famille Tremblay. Fernande, la mère exubérante. Gérard, le père conservateur, mais juste. Nicole, l'aîné contestataire. Germain, le sportif amateur de musique. Isabelle, la sentimentale. Marie-Josée, la pré-ado complexée. Et Martin, le petit tannant. Sans oublier Macaire. Macaire, il y a juste toi dans la famille qui chicane pas. Veux-tu qu'on aille te chercher un chat? Le premier acteur canet, exactement, qui était notre chien, oui. Puis les gens me demandent encore s'il est vivant. Avec mon mari, avec Isabelle, ma fille, et Martin, le petit, pour une raison, c'est qu'il y avait très peu d'acteurs enfants à cette époque-là, et qu'on avait passé des auditions, puis qu'on n'avait trouvé personne. Isabelle, c'est un autre problème. Isabelle voulait absolument être comédienne. Il n'y avait que ça dans sa vie, et on lui a donné cette chance-là. Des conflits de génération aux querelles entre parents, de l'éveil amoureux à l'avortement, de la contestation à l'évolution du rôle des hommes et des femmes, quelle famille n'hésite pas à mettre en scène tous les problèmes et les préoccupations de l'heure? Il m'est arrivé dans des parties, par exemple, de me faire, après 2 ou 3 verres de la part des gens qui étaient là, des femmes qui étaient là, de me faire dire, moi, j'ai défendu. Quelle famille s'est défendue chez moi? On ne répond pas de cette façon à ses parents, on ne parle pas de cette façon à ses parents. Je suis qu'un père de famille qui découvre que ses enfants se droguent. Cet extrait, dans lequel les enfants Tremblay ont pris de la drogue, demeure sans doute le plus célèbre. Son petit côté suranné témoigne de l'esprit du temps. Quand je lisais des articles sur la drogue, j'ai pensé que mes enfants, nos enfants, pouvaient en prendre. Mais non, c'était bon pour les voyous, les autres enfants. Les enfants fumaient de la Marie, et on disait au Québec, à cette époque-là, ça n'existe pas. Ça a eu, je pense, une fonction éducative pour certaines personnes. Et dans quelle famille, je pense qu'on a pu faire avancer les choses d'une certaine façon, dans certaines familles, dans certains endroits où la famille était un peu plus traditionnelle, et où ces sujets-là, on faisait « oups ». Oh, j'aime pas ça, Nicole. J'aime pas ça que tu manques des cours. L'instruction, c'est important, c'est même essentiel. Mais l'essentiel, maman, c'est d'aimer. Make love not war. Tu peux pas me dire le contraire. Peux-tu me dire le contraire? Ben, oh, c'est mieux de faire la guerre que de faire l'amour. Oui, non. Oh, toi, tu me mets là-dessus avec tes idées. Qu'est-ce que tu veux? Je suis pas habituée à ces mots-là, moi. Faire l'amour. J'aurais dit ça à mes parents, moi. Dans les premières années des téléromans, les jeunes essayaient très souvent de se soustraire à l'autorité des parents. Ils désobéissaient, contestaient les pères. Mais jamais ils auraient pensé de remettre en cause même la structure de la famille. Avec quelle famille Jeannette Bertrand va provoquer cette révolution épouvantable? D'abord, elle va le faire remarquer que l'ensemble des membres de la famille ont et des droits et des devoirs. Deuxièmement, tout le monde a le droit de s'exprimer dans la famille, dire ce qu'il pense. Les enfants peuvent parler et les parents doivent écouter. De cette manière, Jeannette Bertrand, sans trop que ça paraisse, démocratisait la structure de la famille. Ça y est. Ça y est. Mais oui, ça y est, Marie-Josée. La majorité des émissions de Quelle famille sont vendues et diffusées en France, mais certaines, comme celle-ci, sont jugées trop osées. Puis, comment te sens-tu? Vieille. Je me sens vieille et importante. Je pourrais avoir la fête bien. Je sais. Alors, je veux pas, inquiète-toi pas de suite. La petite avait ses menstruations et on faisait un gros party pour fêter ses menstruations. Ça a été trouvé horrible. On ne parle pas de menstruation en France à l'heure des repas et cette émission-là était tous les soirs à 7h30. En 1974, lorsque les Tremblay quittent le petit écran, les enfants ont grandi et tout le Québec avec eux.
vélo de montagne, kayak, peu importe. Vous trouverez le véhicule qu'il vous faut pendant la vente étoile Subaru. La luxueuse Legacy, l'indomptable Outback ou la polyvalente Forester, toute munie de la traction intégrale à prise constante. Le problème n'est pas de vous rendre où vous voulez, c'est de choisir votre destination. Passez voir nos étoiles dès aujourd'hui pendant la vente étoile Subaru. Si tu aimes le poisson, frappe des mains. Si tu aimes le poisson, crie oula, oula. Si tu aimes le poisson, si tu aimes le poisson. Pine-Sol nettoie la saleté qu'on connaît et celle qu'on ne connaît pas. Avec Pine-Sol, c'est nettement net. Les petits plats cuisinés maison, c'est merveilleux. Mais ce qu'il y a de mieux encore, c'est quand tout a été préparé pour vous. Avec les Skillet Sensations de Stouffer's, tout est là. L'assaisonnement, les ingrédients et la sauce. Des repas complets, comprenant de la viande, comme le bœuf genre maison. Les plats que vous adorez cuisiner et servir avec fierté. Les Skillet Sensations de Stouffer's. C'est bon la vie, savourez-la. Cinéaste de génie, Hitchcock a plusieurs visages et dissimule sa vraie nature. Découvrez sa vie privée, aussi étrange et captivante que ses films. Ne manquez pas Hitchcock, le maître du suspense, à hors-série, dimanche, 19h. Au laboratoire d'Hamilton Beach, le docteur Ted Burdiak cherchait une meilleure arme contre les odeurs. Insatisfait des produits qui masquent les odeurs, le docteur eut un éclair de génie et créa True Air. Jour et nuit, True Air lutte contre les pires odeurs. Tabac, litière, ordures ménagères, avec son système révolutionnaire d'épuration d'air. Pourquoi le docteur était-il si obsédé? On ne le saura peut-être jamais. True Air, une nouveauté d'Hamilton Beach pour aspirer les odeurs à votre place. Un seul chemin peut vous mener vers une aventure au château Poudlard en Angleterre. Recherchez la pièce de jeu à l'intérieur des emballages spécialement identifiés de Coca-Cola classique et de Coke Diet et vous pourriez gagner. Collectionnez aussi les 4 pièces de jeu à assembler. Les sections de vos conduits supérieurs ont une influence Pour les symptômes du rhume, tels que la toux et l'obstruction nasale, les médecins recommandent la formule Bénilin. Bénilin, recommandé pour les rhumes. Après un rhume, les nouvelles pastilles Énergie Plus peuvent t'aider à soulager la fatigue. Si tu aimes le poisson, frappe des mains. Si tu aimes le poisson, crie oula, oula. Si tu aimes le poisson, si tu aimes le poisson. Puis Maman Plouf, c'était ma mère Germaine. Papa Plouf, c'était mon père, Édouard, que j'appelais Edmond à la télé. Les frères, les sœurs, c'est des conflits qu'on avait aussi. À l'automne 1974, après le souper dominical, les familles se retrouvent au salon pour suivre désormais la petite histoire de la famille Germain. Une famille modeste qui habite le quartier Villeray à Montréal dans les années de l'après-guerre. Au fond, c'était la suite des Ploufs de Roger Lemenet. C'était le même genre de famille, excepté qu'au lieu d'être au pied de la pente douce, on était dans Villeray. Et je me suis aperçu que, bon, il y a eu Claude-Henri Grignon qui a parlé de la famille des années 1880, 1890, 1900. Après, on est sauté avec les Ploufs dans les années 40, et puis avec moi dans les années 50. C'était vraiment la suite, la même sorte de famille. Dès sa publication en 1972, le roman La Petite Patrie, dans lequel Claude Jasmin raconte son enfance, avait remporté un vif succès de librairie. Dans La Petite Patrie, le téléroman, l'auteur poursuit son récit avec l'adolescence.
Les gens pensent souvent que mon livre, ils sont déçus quand ils vont en librairie ou à la bibliothèque lire La Petite Patrie. La Petite Patrie, c'est moi de ma naissance jusqu'à 9 ans, quand la guerre se déclare, jusqu'à 10 ans. Et ça finit là, La Petite Patrie. Alors qu'à la télévision, Vincent Bilodeau a déjà 15 ans, il va au collège classique. C'est donc comme 5 ans après le livre. Avec ses enfants un peu contestataires, mais pas trop, son père rêveur et sa mère toute puissante, la famille Germain est une famille québécoise typique, comme on les aime, depuis la famille Plouffe. Ça a été 2 années de bonheur, La Petite Patrie. Gisèle Schmitt m'a fait une mère. Je me rappelle, j'avais dit au réalisateur, pas Gisèle Schmitt, elle va parler la française. Une actrice un peu classique. Ma mère, c'était une femme du peuple, il me semble, Juliette Huot, peut-être. Et Gisèle Schmitt s'est révélée une très grande comédienne. Elle m'a créé une mère inoubliable et que des gens qui n'ont pas connu ma mère, qui me disent aussi, ta mère dans La Petite Patrie, Gisèle Schmitt, c'était extraordinaire. Ce sera ton ouvrage, Clément. Faire mieux qu'on a essayé de faire. C'est fait pour ça, les générations. Pour s'améliorer, non? T'es un philosophe, maman. Un grand philosophe. Ouais, et puis j'ai jamais étudié ça, la philosophie. Ah! Oh, je demande! La Sainte Famille! Ah oui? La mère, le père, puis la pioche. Bienvenue, bienvenue, installez-vous. Maman, bouge pas. Moi, je jouais Lucie, la plus vieille des filles. On était 3 filles, Lucie, Muriel et Marie-Paul, et un garçon, Clément. C'était, bon, la fille qui aspirait à l'amour, mais qui aspirait... Je pense que ça devait correspondre jusqu'à un certain point à la mentalité de l'époque, les années 40, l'après-guerre, 45-46, où les femmes voulaient à la fois trouver le bonheur, trouver l'amour et recréer un foyer, s'accomplir dans le fait d'être à la fois femme et mère et épouse et tout ça. J'essayais de pas trop parler de moi, parce que ça se fait pas. Et Vincent Bilodeau, qui jouait mon alter ego, était un peu frustré, et avec raison. Il me disait, mais écoute, je viens pas souvent. Il faisait une narration, Dieu merci. Je disais, oui, mais je veux pas quand même me montrer. Je veux montrer ma famille, je veux illustrer le quartier, la famille. Et c'était frustrant pour lui. On est en train d'essayer nos costumes de bain, là. Je trouve pas qu'elle a pas mal démodé, celui-là. Non, il m'a l'air portable encore pour un été. Ouais. Chez les Germains, l'argent est rare, mais on vit simplement, sans se faire trop de soucis. D'année en année, le terrain nous semble plus petit, puis le monde, le même monde autour. Ça finit par être ennuyant, ça. On sortait, on était vers la fin de la crise, mais la guerre n'avait pas encore changé le statut économique des Montréalais. Par conséquent, oui, privation, pauvreté, mais on compensait. C'était un beau rêveur, le père. C'était vraiment quelqu'un qui était totalement dans sa tête. Lui, son plaisir était de parler aux gens, puis de parler de la vie en général. C'était une espèce de... Je ne sais pas comment le qualifier, mais très différent de la mère. Mais quelque part, quand on voyait les deux ensemble, tu sentais bon, le réel amour qu'il y avait entre les deux. Mais c'était fascinant. En 1975, l'éclatement de l'institution familiale se confirme un peu plus chaque jour, alors que le taux de divorce au Québec atteint un point de non-retour, avec 35 divorces pour 100 mariages. Dans ce contexte, La Petite Patrie, qui présente une famille du passé, heureuse et unie, nous rassure et nous prouve que les valeurs rattachées à la famille demeurent intactes. Moi, au départ, je voulais raconter le restaurant de mon père. Plus que la famille, le restaurant. Mon père avait un restaurant incroyable. Il peignait les murs, même le plafond. Il venait toutes sortes de personnages incroyables. Ils aimaient l'atmosphère du restaurant de mon père, qui faisait un peu café existentialiste, parce qu'il décorait partout, les tables, les bancs. Donc, il passait une forme que je me suis dit, ça va être extraordinaire à la télévision. La Petite Patrie, réalisée par Florent Forget, ne tarde pas en effet à se gagner la faveur du public. Du moins, après quelques ajustements. Dès les premières émissions, je commence à faire circuler tous les personnages incroyables du quartier Villeray. Et la cote d'écoute, l'indice était très bas. On était comme à 500 000, 600 000. Et au téléroman, il faut que vous ayez 1 million. Et je me suis rendu compte rapidement qu'il fallait que je parle de la famille. Chaque fois qu'une émission était centrée sur la famille,
La cote d'écoute montait, doublait, triplait. Alors, j'ai abandonné mon projet de dépeindre toute la petite société, le microcosme de Villeray, pour parler de maman, de mes sœurs, des sœurs de maman, mes tantes, de mon oncle. Et là, alors là, on a atteint 2 millions le dimanche, comme quelle famille. Lorsque les Germains quittent le petit écran en 1976, ils laissent à de nombreux téléspectateurs l'image nostalgique d'une famille qui respire le bonheur de vivre. C'est toujours intéressant de jouer des choses d'époque, hein? Quand on va aller chercher, notre recherche à nous, en tant qu'acteurs à ce moment-là, c'était d'aller retrouver ces espèces d'émotions qui étaient des émotions qui, de toute évidence, avaient encore de la correspondance en 75, puisqu'il y avait 2 millions de spectateurs. J'ai eu une enfance heureuse. Alors, je n'avais pas de bébite, j'avais pas de rancune, j'avais rien à... Des petites choses, des moqueries, de l'ironie sur mon père ultra-religieux, mais des moqueries seulement. C'est pour ça que je vous dis que c'est un téléroman heureux, La Petite Patrie. Si j'avais eu une enfance malheureuse, j'aurais jamais écrit sur mon enfance. J'aurais pas écrit La Petite Patrie. Au cours de la décennie 80, alors que le nombre de familles monoparentales ou recomposées ne cesse d'augmenter, la famille québécoise n'a plus grand-chose à voir avec la bonne vieille famille d'antan où on se pilait sur les pieds. Mais les téléromans tardent à s'ouvrir à ces nouvelles réalités. La faveur populaire va aux téléromans d'époque. C'est qu'on nous ramène des personnages qu'on a connus, qu'on a créés il y a longtemps, par exemple comme le personnage de Mère. On nous ramène ces téléromans-là et c'est comme quelque chose il y a 2 millions de codes d'écoute, il y a 2 millions de personnes qui vont regarder ça, même si c'est un téléroman qui ne nous apparaît pas moderne, parce qu'on nous ramène les rôles les plus forts auxquels on nous a habitués dans les téléromans. La famille de Rosanna Saint-Cyr du temps d'une paix, ou les Bernier d'Entre Chien et Loup, qui font revivre une époque révolue où la société québécoise était tissée serrée autour de ces familles, vont tenir la tête des palmarès des codes d'écoute jusqu'à la fin des années 80. Avec Le temps d'une paix et avec Entre Chien et Loup, les deux auteurs ont tenté une réconciliation de la famille traditionnelle en réhabilitant l'autorité parentale et la famille moderne en protégeant les droits des plus jeunes. Mais à travers cette opération-là, on a vu apparaître quelque chose qu'on avait oublié. L'importance de l'obéissance. L'importance de la soumission pour sceller la famille. Pour assurer au sein de la famille une sécurité de base, un refuge, un réconfort. La vraie famille, celle qu'on a toujours souhaitée et qu'on perdait de vue tranquillement. On a tous voulu avoir une Rosanna Saint-Cyr comme mère ou un Joseph Bernier comme père. Et c'est ce qui explique l'énorme popularité de ces deux téléromans dans les années 80. Feelings on fire. Partez sans payer. Allô? J'ai juste une question. Allô? Oubliez que vous connaissez des grands centres de rénovation et vivez l'expérience Home Depot. Chez Home Depot, vous pouvez toujours compter sur nos associés pour des conseils en décoration. Home Depot, c'est pas juste une histoire de babri. Dès le 25 octobre, près des promenades Saint-Bruno. Le goût prend le dessus. Wow! Notre agent a mis notre maison sur Internet. Puis l'adresse aussi. C'est pratiquement juste la capitale qui fait ça. Tiens, on a déjà des visiteurs. Avec les garanties que l'agent de la capitale offre, on va la vendre rapidement. La capitale vendue, la capitale vendue. Si tu aimes le poisson, frappe les mains. Si tu aimes le poisson, crie oula, oula. Si tu aimes le poisson, si tu aimes le poisson.
Combattre les signes du vieillissement, oui, mais en les ciblant. Voici le nouveau Revitalift de L'Oréal, avec la technologie des nanosomes de Proretinol A et Parelastyle. Visez juste. Avec son action encore plus ciblée, le nouveau Revitalift agit directement sur l'épiderme. Revitalift réduit l'apparence des rides et renforce l'élasticité. Sa formule hydratante rend la peau visiblement plus lisse, plus ferme. Visez juste et combattez les signes du vieillissement. Nouvelle technologie des nanosomes de Revitalift, seulement de L'Oréal Paris. Parce que je le vaux bien. À Filière D cette semaine, le monde de la pornographie, avec ses secrets, ses tabous et les règles qu'il est absolument interdit de violer. Ne manquez pas Filière D, dimanche, 21h. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que les résultats de vos tests et le pronostic, c'est pas ce qu'on espérait. Alors, c'est quoi la bonne nouvelle? Regardez-moi ce dossier. Tout ça, ça coûte beaucoup moins cher qu'avant. Pour mieux gérer vos achats de fournitures de bureau, communiquez avec Grand Toy. Si tu aimes le poisson, frappe des mains. Si tu aimes le poisson, crie oula, oula. Si tu aimes le poisson, si tu aimes le poisson. La Sunfire de Pontiac, la plus sportive. Pour le prix. L'héritage de Victor Lévy-Beaulieu, c'était pas du bonbon, ça. C'était autre chose. Ça, c'était un univers différent. Et on n'a pas mordu là-dedans comme on mordait dans un autre téléroman. À l'automne 1987, les téléspectateurs font connaissance avec les Galarno. Au sein de cette grande famille terrienne d'origine française et protestante, les relations familiales prennent une tournure aussi passionnelle que tourmentée. C'est drôle, j'ai l'impression que l'héritage, on regardait ça à la cachette. Écoute, il y avait, tout le monde disait comme bitch à un moment donné, tu sais, tout le monde avait le même patois. Et là, tu te rendais compte que, oups, tiens, le regarde. Mais on en discutait beaucoup moins qu'on pouvait discuter, par exemple, des états d'âme de Rémi dans Jamais 200 toits. L'héritage, ça jouait dans l'eau. Ça ouvrait une canne de verre un peu. Hey, dis-les, m'a de payer. Avec toi, il n'y a rien qu'on peut pas faire si on ne paye pas tout notre bord. Bien, je veux ça de même. On va le faire de même. La destinée de la famille Galarno repose sur Xavier, un veuf entêté et tyrannique qui tient ses enfants sous son emprise. Moi, dans ma vie, j'ai eu 2 grands-pères comme ça. C'est drôle parce qu'au Québec, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'images de père ou de grand-père très, comment je dirais, qui avaient énormément d'autorité, qui prenaient beaucoup de place. Puis moi, mes 2 grands-pères ont été ça. Fait que pour moi, Xavier Galarno, là, il ressemblait, je mets ça gros, là, à mes grands-pères. C'était des hommes forts, des hommes qui avaient toujours raison. C'est un personnage qui était antipathique, mais il y a des gens, j'ai vu des gens dans la rue m'arrêter et dire « Maudit qu'on vous haït! Ah, pas possible d'être haïssable comme ça. » Mais c'est bon. Il sentait une souffrance. Mais c'était un personnage extraordinaire. C'était un personnage créé par Victor Lévy et par Gilles Pelletier à la fois dans sa façon de le faire. Et ça, pour moi, c'était un grand personnage. Victor Lévy-Beaulieu! Auteur prolifique, Victor Lévy-Beaulieu est reconnu pour son univers personnel et son style inimitable. Avec l'héritage, il crée encore une fois une œuvre exigeante qui va s'imposer grâce à ses qualités dramatiques et littéraires. Je me souviens avoir discuté avec des gens autour de moi après les premiers épisodes et les gens haïssaient ça pour mourir. Les gens haïssaient ça beaucoup et disaient « Moi, je ne regarderai pas ça ». Et là, tranquillement, Victor Lévy est venu chercher les gens là, vraiment un par un. L'équipe de comédiens de production et les téléspectateurs qui ont rendu l'héritage dans ses grosseurs. Vive l'écriture québécoise et française. Merci. On s'est laissé apprivoiser par ça et à un moment donné, on ne pouvait plus s'en passer parce que là, il venait jouer dans nos bébites en plus.
C'était plus qu'un scénariste, plus qu'un auteur de téléroman, c'est un écrivain, Victor Lévy-Beaulieu. Je me souviens que quand on faisait l'héritage, on se disait, nous les acteurs, qu'on était les gardiens du texte. Surtout Robert Gravel qui disait, on ne change rien parce qu'il sait où il s'en va. D'ailleurs, je pense que l'idée première de Lévy-Beaulieu, l'héritage qui s'appelait Les gens du fleuve, au fond, c'était l'idée d'un roman. Seulement la partie qui va jusqu'à la mort de Xavier. Après ça, c'est devenu série dramatique, téléroman. Mais cette partie-là était un roman. L'écriture, pour moi, de ce téléroman-là était une mélodie. C'était comme une musique. À un moment donné, il y avait des textes qui sortaient de la bouche des comédiens. Tu faisais « Oh! » Écoute, c'était comme des coups de poignard, souvent. Jouer des grands textes, c'est plus facile que de jouer des mauvais textes. Et Lévy-Beaulieu, dans ce qu'il fait dire à Xavier Galardeau, c'est tellement ça que ça ne peut pas être autre chose. Dès les premières émissions, on sent qu'un drame familial couve chez les Galardeau. Depuis 14 ans, Myriam, la fille adorée de Xavier, a coupé tous les ponts avec son père. Elle porte un secret douloureux que l'auteur de l'héritage ne tarde pas à dévoiler. Dans l'héritage, il y avait l'interdit, il y avait l'inceste. Myriam avait couché avec son père. C'est-à-dire que Myriam n'était pas consentante. Elle adorait son père. Mais le père a transgressé, a fait le geste de la toucher. Et à partir de ce moment-là, ils ont arrêté de se parler. C'est un homme, Xavier, qui porte une faute. Une grande faute, l'inceste, mais qui l'assume par force de caractère. Et si le personnage a été populaire, c'est parce que, quelque part, il y a une souffrance effrayante. C'est un homme qui pourrait crier de douleur à cause de ce qu'il a fait, mais qui l'assume quand même. Pour moi, Myriam, les gens m'ont dit, vous avez joué une toffe, vous avez joué une dure. À mon avis, c'est une écorchée vive. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est fait de carapace. À partir du moment où son père l'a violée, où elle est tombée enceinte de son père, elle s'est fait une carapace. On a traité, évidemment, dans certains téléromans, on a traité d'inceste, mais c'était à mots couverts. Il fallait vraiment deviner. Il fallait deviner de quoi on parlait. On n'abordait pas le sujet comme on l'a fait, par exemple, dans l'héritage. La colère inapaisée de Xavier s'abat sur Miville, le fils aîné que la loi lui impose comme héritier, mais que son cœur renie. Non content de manigancer pour lui retirer le bien familial, il lui fait subir humiliation et misère, allant jusqu'à empêcher sa fiancée de s'asseoir à la table familiale. Je pense pas que je t'ai donné la permission de t'asseoir là. Voyons donc, c'est que tu veux qu'elle s'assise, la paix. Oui, je sais qu'elle peut s'asseoir, ça me fait rien du moment que c'est pas à table de famille. Ici, dedans, il n'y a rien que le monde de famille qui c'est sa table. Oui, quasiment. Il faut rappeler que Miville était joué par Robert Gravel. C'est un personnage trouble dans le sens que c'était le fils aîné bafoué par le père. Donc, toute la douleur de ne pas être reconnu. Et le père magouillait constamment dans son dos et le fils magouillait dans le dos du père. Alors, c'était le conflit père-fils par excellence. Et il en voulait à Myriam, évidemment, par la force des choses, parce qu'elle, elle était l'élue. La faute de Xavier rejaillit sur toute la famille. Junior, le fils cadet, interprété par Yves Desgagnés, est le seul qui ose braver les foudres du paternel. Mais la relation ambiguë qu'il entretient avec sa petite sœur Julie semble perpétuer le modèle du couple incestueux. Les personnages de Victor Lévy-Beaulieu sont tous torturés dans le sens où ils ont tous des contradictions et des ambivalences très fortes. Mais le personnage de Julie l'était moins que d'autres personnages dans l'héritage. Elle était un petit peu l'élément modérateur. Elle n'était pas victime, mais elle était, je dirais, une protagoniste de l'inceste dans le sens où elle avait une relation avec son frère qui n'était pas vue à l'écran nécessairement, mais qui était par sous-entendu. Myriam, c'est vraiment toi. Après que Xavier ait tenté de se suicider, Myriam se résout enfin à aller parler à son père. Si je m'en pas comme toi, c'est moi pareil. C'est-à-dire qu'il apprend
qu'il a fait un enfant à sa fille. Ça, il ne le savait pas avant. Sa fille était partie à Montréal, il n'en voyait plus, il souffrait de ça, il l'aimait. Mais à un moment donné, il apprend qu'elle a un enfant de lui. Et c'est là le suicide, et suicide raté, puis il est en fauteuil roulant. Je ne sais pas si c'est tellement briser les tabous que d'aller au bout ouais, peut-être des interdits. Pour moi, Victor a un univers complexe. C'est un être complexe qui porte un univers complexe. Donc, son écriture porte tout ça. Et il poétise, il rend ça dramatique. Mais je pense que dans la vie, toutes ces choses-là sont là. Sauf que lui, il les pousse à l'excès, il les met à l'écran. De l'inceste, ça existe. Tout ce dont il parle, ça existe. L'héritage a représenté la pire condamnation de l'histoire des téléromans de la famille traditionnelle, établie sur l'autorité stricte d'un père, digne représentant de Dieu. Les Galarno cautionnent en fait ce qu'il y a de pire, la cruauté, la méchanceté, l'hypocrisie. On a su que Xavier Galarno avait profité de son pouvoir de père pour coucher avec sa fille, Myriam. Et on a vu comment Xavier pouvait écraser, avec délectation, son fils, Miville. La passion peut expliquer l'inceste d'une certaine manière sans la justifier. Mais rien ne pouvait nous faire comprendre cette haine de Xavier à l'égard de Miville, froide, cynique, stérile, et de cette indifférence qu'il avait à l'égard de Junior et de Julie. La mort de Xavier demeure l'une des scènes les plus marquantes de l'héritage. Loin d'apaiser les tensions, la disparition du patriarche jette les enfants les uns contre les autres. Mais après une lutte sans merci pour l'héritage, le monde changera enfin de bord. À la dernière heure de la série, les Galarno font la paix, puis partent chacun de leur côté. Je ne sais pas si elle gagne parce qu'à la toute fin, elle est seule. Elle part et elle est seule. Et est-ce qu'on gagne quand on est dans la solitude? Je ne sais pas. Dans les années 90, c'est l'apothéose des possibles. La mère Plouffe serait scandalisée de voir ce qu'on a fait de la famille. Des familles monoparentales qui s'assument. Des familles reconstituées de toutes les manières imaginables. Des pères au foyer. Des adoptions en masse, de toutes les provenances. Des foyers d'accueil. De vastes réconciliations familiales. Bref, petit à petit, on découvre que la force de la famille ne réside nullement dans le pouvoir des parents ou dans la capacité de chantage des enfants, mais dans l'importance et le plaisir de vivre ensemble, bien au-delà des chicanes. Guillaume Régnier, de la façon dont tu es parti dans la vie, tu n'auras jamais assez de parents à faire mourir pour être capable de terminer tes études. Dans Les Héritiers Duval, Guy Fournier se penche sur les joies et misères de la famille recomposée. Christian, le fils de Rémy et Francine Duval, a du fil à retordre avec Guillaume, l'ado délinquant issu du premier mariage de sa femme Isabelle. Mais la prison, c'est pareil. Christy, tu m'écoeures. C'est un rebelle, oui, c'est un enfant téflon, un enfant qui, la discipline, lui, ça l'intéressait plus ou moins, mais qui faisait toujours des mauvais coups pour aider, pour faire du bien à des gens, pour... écoute, il volait du jambon, il volait de l'argent à ses parents, il volait du parfum à son beau-père. Mais quoi, c'est pas le premier qui est supposé me payer son loyer la nuit? Oui, le premier. Ouais. Mais là, vu qu'on est rendu au 4, il s'est dit, je suis peut-être mieux d'attendre au prochain premier. Mais parce que là, ça fait 3 premiers qui me remet au prochain premier, tu sais. C'est ça, c'est... Mais la famille la plus éclatée des années 90 est sans aucun doute la famille parée de La Petite Vie. Phénomène télévisuel sans précédent, cette série humoristique créée par Claude Meunier transforme les petits travers de la vie familiale en absurde intégral. Là, il comprend plus, là. Pensais qu'il comprend plus, lui? Non, mais si tu payais aussi, il n'y aurait pas de trouble demain, en passant, hein? Le téléroman La Petite Vie, c'est ce qui a été la base du téléroman à la télévision, la famille.
En fait, c'est la famille Plouffe sur l'acide. Je veux dire, c'est vraiment ça. C'est la famille Plouffe en l'an 2000 qui est complètement un peu perdue dans ses histoires, qui essaie de comprendre ce qui est arrivé et qui, malgré le fait qu'ils ne s'entendent pas, qu'ils ne se voient pas, qu'ils ne se comprennent pas, c'est une famille pareille. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on est si attaché à ces personnages-là. Ça reste une famille. Ça reste une famille qu'on ne voudrait pas voir séparer. Il est presque impossible de vivre au Québec sans connaître les Plouffe, les Jarry, les Tremblay, les Germain, les Galarno, les Duval, mais aussi d'autres familles marquantes comme les Berger, les Cormorans ou les Jacquemin de Terre-Humaine. Encore aujourd'hui, les familles de Ouattatata, Freddy ou le monde de Charlotte sont si proches de nous qu'on a parfois l'impression qu'elles font partie de notre parenté. Quant aux Paré, même eux, on ne saurait les renier.